Ma fille, l'amant de maman sera celui qui maître conduira à l'hôtel, toi tu maître rends juste honteuse. J'ai répondu, alors laisse-le payer le mariage. Ensuite, j'ai annulé tous les paiements que j'avais faits pour elle. J'ai 52 ans, j'ai divorcé de mon ex-femme Sarah, 48 ans, il y a 5 ans après avoir découvert qu'elle me trompait avec un collègue. Toute cette affaire a été un cauchemar que je suis encore en train de digérer. Honnêtement, nous avons une fille, Emma, 24 ans, qui en avait 19 à l'époque et qui venait de commencer l'université. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce qu'était ma vie avant le divorce. Je travaille comme chef de projet senior pour une entreprise de construction. J'y suis depuis 15 ans, gravissant les échelons depuis le bas, commençant comme ouvrier général juste après le lycée, bon salaire, avantages sociaux solides, tout le rêve américain de la classe moyenne. Je gagne environ 95 000 $ par an, ce qui est un argent décent dans notre région. Sarah était assistante administrative à temps partiel dans une clinique dentaire, gagnant peut-être 25 000 $ par an, travaillant 3 jours par semaine. Elle a choisi de travailler à temps partiel, prétendant qu'elle voulait être disponible pour les événements et activités scolaires d'Emma. Bien qu'honnêtement, elle passait la plupart de son temps libre à se faire les ongles et à déjeuner avec des amis. J'ai été le principal soutien de famille pendant tout notre mariage de 18 ans, payant l'hypothèque de notre maison de 4 chambres, les mensualités des 2 voitures et les frais de scolarité de l'école privée d'Emma. De 15 000 $ par an, des vacances en famille à Disney World et dans des stations balnéaires, des cours de danse, des camps de football, des programmes d'été, tout ce que vous voulez. Je faisais des heures supplémentaires chaque fois qu'elles étaient disponibles, j'acceptais des projets de week-end, je faisais des travaux de conseil en parallèle, tout pour m'assurer que ma famille avait tout ce qu'elle voulait. Le divorce a été absolument brutal et a duré 18 mois de pur enfer. Sarah a essayé de me prendre tout ce que je valais, prétendant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour notre famille. Elle travaillait à temps partiel par choix, pas par nécessité, et avait refusé de multiples opportunités de travailler à temps plein au fil des ans. Son avocat était l'un de ces types agressifs qui déposaient motion après motion, prolongeant chaque affaire pour accumuler des heures facturables. Nous nous sommes battus pour tout, la maison, les comptes de retraite, la pension alimentaire, la pension alimentaire pour enfants, même pour savoir qui garderait la vaisselle de mariage que nous n'avions jamais utilisée. Sarah exigeait 3 000 $ par mois de pension alimentaire plus la pension alimentaire pour enfants, prétendant qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins avec à peine 25 000 $ par an. Peu importe qu'elle ait choisi de travailler à temps partiel ou qu'elle ait refusé mes suggestions au fil des ans de retourner à l'école ou de se former pour un emploi mieux rémunéré, le pire a été la façon dont elle a essayé d'empoisonner Emma contre moi pendant la procédure. Je l'apprenais de seconde main par les commentaires d'Emma. Comment maman dit que papa essaie de nous laisser sans rien ou maman dit que papa a de l'argent caché qu'il ne dit pas au tribunal. Sarah avait ces conversations larmoyantes avec Emma sur la peur qu'elle avait pour son avenir financier, me faisant passer pour une sorte de méchant pour vouloir un accord juste plutôt que de donner tout ce pour quoi j'avais travaillé. Après 18 mois d'enfer juridique et environ 40 000 $ d'honoraires d'avocat, de l'argent qui aurait pu payer la première année de 3e cycle d'Emma, nous sommes parvenus à un accord. J'ai gardé la maison avec une hypothèque qu'il me restait encore 12 ans à payer, mes comptes de retraite qui avaient été épuisés par les frais de justice et ma santé mentale à peine, mais voici ce qui compte vraiment, je me suis assuré qu'Emma soit prise en charge pendant tout ce chaos, même pendant que Sarah me saignait à blanc au tribunal. Je n'ai jamais manqué un seul paiement pour les besoins d'Emma, les frais de scolarité à une université privée, couverts, son appartement près du campus, payé en totalité chaque mois, le paiement de la voiture, une belle et fiable Honda, fait, l'assurance, la facture de téléphone et une généreuse allocation mensuelle de 2 000 $ pour la nourriture, les vêtements, les loisirs, tout ce dont elle avait besoin, tout à la charge de papa. J'ai fait cela parce qu'Emma était mon monde, j'ai entraîné ses équipes de football, j'ai aidé aux devoirs tous les soirs, je l'ai emmené en voyage de camping père-fille, je lui ai appris à conduire, j'étais là pour chaque pièce de théâtre scolaire et remise de diplôme. C'était ma petite fille et j'étais déterminé à ce que le divorce de ses parents ne ruine pas son avenir. Mon ex a emménagé avec son amant, Brian, 45 ans, environ 6 mois après la finalisation de notre divorce. Ce type était tout ce que je n'étais pas, voiture tapa accent grave-l'œil, vêtements chers, un beau parleur. Il travaillait dans la vente pour une société d'équipement médical et gagnait clairement bien sa vie, mais plus important encore, il n'avait aucune responsabilité, pas d'enfant, pas d'ex-femme, pas de bagages, juste un célibataire de 45 ans qui pouvait gâter mon ex-femme sans se soucier de rien. Je me suis remarié avec ma merveilleuse femme, Lisa, 46 ans, il y a 2 ans. Lisa est incroyable, elle est infirmière, incroyablement gentille, patiente et compréhensive avec ma situation familiale compliquée. Elle a 2 enfants plus âgés qui vivent à l'autre bout du pays et elle s'est démenée pour construire une relation avec Emma. Lisa invitait Emma à déjeuner,
lui envoyait des colis de soutien pendant la semaine des examens finaux, se souvenait de son anniversaire, essayait de l'inclure dans la planification des vacances. Elle a vraiment essayé d'être une figure de belle-mère positive. C'est ici que ça devient intéressant, et par intéressant, je veux dire absolument exaspérant. Emma nous traite, moi et Lisa, comme si nous étions une sorte d'obligation gênante tout en faisant la lèche à Brian et en le traitant comme s'il était le plus grand homme qui ait jamais existé. Quelques exemples qui me font encore bouillir le sang. Elle appelle Lisa cette femme ou la femme de papa et refuse de reconnaître notre mariage comme légitime. Quand les gens lui posent des questions sur sa famille, elle mentionne ma mère et son petit ami, Brian, mais ne mentionne jamais que je me suis remarié. Elle est constamment grossière et méprisante lorsque j'essaie d'avoir des conversations normales avec elle. Je l'appelle pour savoir comment elle va, je lui demande des nouvelles de l'école ou de son travail, j'essaie de planifier une visite et j'obtiens des réponses monosyllabiques et des soupirs lourds comme si je la dérangeais. Elle oublie de nous inviter aux réunions de famille, aux fêtes d'anniversaire, aux remises de diplômes, mais Brian est toujours au premier plan sur toutes les photos qu'elle publie plus tard. En parlant de réseaux sociaux, c'était le pire, elle publie constamment sur Brian. Brian m'a emmené dans ce restaurant incroyable, Brian m'a donné d'excellents conseils sur ma carrière, Brian m'apprend à changer l'huile de ma voiture, je suis si reconnaissante que Brian soit comme un vrai père pour moi pendant cette période difficile. Pendant ce temps, c'est littéralement moi qui paie la voiture qu'elle apprend à entretenir. Quand elle m'appelait, ce qui n'arrivait que lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle passait la moitié de la conversation à me raconter les derniers sages conseils ou les gestes généreux de Brian tout en traitant mon soutien financier réel comme quelque chose d'attendu et sans importance. L'ironie me tuait, me voilà, travaillant 50 heures par semaine pour financer tout son style de vie, tandis que ce type qui ne contribue absolument en rien sauf avec son charme est traité comme le père de l'année. Au cours des dernières années, le comportement d'Emma s'est progressivement aggravé et les demandes financières n'ont cessé d'augmenter. Elle m'appelait avec des urgences de plus en plus chères qui semblaient toujours coïncider avec quelque chose d'amusant qu'elle voulait faire ou une amélioration de son style de vie qu'elle estimait mériter. Papa, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école. Elle a demandé 2500 $ pour un MacBook Pro avec toutes les améliorations alors que son ordinateur portable actuel fonctionnait parfaitement. Elle a affirmé que ses professeurs exigeaient un logiciel spécifique, mais est-ce lorsque j'ai proposé de ne payer que pour le logiciel qui coûtait 200 $, elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin du package complet pour des performances optimales. Papa, mes amis vont à Cancun pour les vacances de printemps et je suis la seule à ne pas pouvoir me le permettre. 3000 $ pour un voyage de fête d'une semaine, comprenant les vols, l'hôtel, les repas et l'argent de poche. Elle a pleuré au téléphone en se sentant exclue et en se plaignant de l'injustice que les parents de ses amis puissent se permettre de tels voyages. Quand j'ai suggéré qu'elle pourrait travailler des heures supplémentaires pour gagner une partie de l'argent elle-même, elle a dit que son emploi du temps de cours était trop exigeant. Papa, ma voiture fait un bruit bizarre et j'ai peur de la conduire. 8000 $ pour une Honda Civic plus récente alors qu'une réparation de 200 $ aurait résolu le problème réel des plaquettes de frein usées, mais Emma avait décidé qu'elle méritait de toute façon une voiture plus neuve et le bruit n'était qu'une excuse pratique. Elle a recherché exactement le modèle et la couleur qu'elle voulait, a trouvé le parfait chez un concessionnaire et l'a présenté comme une nécessité de sécurité. Papa, j'ai besoin de vêtements professionnels pour les entretiens de stage, 1500 $ d'achat chez Nordstrom parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première impression. Elle a acheté 3 vestes, plusieurs chemisiers, des pantalons habillés, des chaussures, un sac à main et des accessoires. Quand j'ai suggéré que nous pourrions trouver des vêtements professionnels pour beaucoup moins cher dans d'autres magasins, elle a dit que je sabotais ses perspectives de carrière et que les pièces d'investissement de qualité étaient essentielles au succès. Papa, ma colocataire a obtenu son diplôme et je ne peux pas me permettre l'appartement seul, au lieu de trouver une nouvelle colocataire ou de déménager dans un endroit moins cher. Emma voulait passer à un appartement d'une chambre plus chère parce que partager l'espace était trop stressant pour ma santé mentale. Le nouvel endroit coûtait 400 $ de plus par mois et était doté d'une piscine et d'une salle de sport dont elle avait besoin pour l'équilibre entre le travail et la vie. Mais le pire de tout a été ce que j'appelle l'incident de l'Europe. En 3e année, Emma a décidé qu'elle devait étudier à l'étranger. À Londres pendant un semestre. Le programme coûtait 25 000 $, plus que le salaire annuel de certaines personnes. Quand j'ai hésité, elle a demandé à Sarah de m'appeler pour m'expliquer que c'était une opportunité éducative unique dans une vie qui distinguerait Emma sur le marché du travail. Emma elle-même a appelé en pleurant, disant que tous ses amis faisaient des programmes d'études à l'étranger et qu'elle serait laissée pour compte sur le plan académique si elle n'y allait pas. Elle a passé des semaines à me harceler avec des recherches sur la façon dont les études à l'étranger augmentent le potentiel de revenus et forgent le caractère. J'ai finalement accepté, pensant que ce serait bien pour elle. Elle a passé le semestre à publier des photos sur Instagram de restaurants chers, de voyages de week-end à Paris et à Barcelone, d'achats dans des magasins de luxe et, en général,
à vivre comme une touriste riche plutôt que comme une étudiante. À son retour, elle a parlé sans cesse de la façon dont Brian comprenait la valeur de l'expérience internationale parce qu'il avait voyagé pour le travail, tout en rejetant mes questions sur ce qu'elle avait réellement appris sur le plan académique. Chaque fois, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que c'était ma fille et j'avais peur que dire non ne l'éloigne encore plus. Je n'arrêtais pas de penser que si je la soutenais assez, si je lui prouvais à quel point je tenais à elle par mes actions, elle finirait par se ressaisir et nous aurions à nouveau une vraie relation. Lisa a essayé d'être patiente avec toute la situation, mais le traitement d'Emma à son égard devenait absolument insupportable. Le pire incident s'est produit lors de la fête de remise des diplômes d'Emma au printemps dernier, que j'ai bien sûr payé en totalité. Nous avons loué un bon restaurant, invité les amis d'Emma et la famille élargie. Toute la célébration, j'étais si fier de voir ma fille recevoir son diplôme, pensant au chemin qu'elle avait parcouru. Pendant le dîner, Emma a prononcé un discours remerciant tout le monde pour leur soutien. Elle a parlé de ses professeurs, de ses amis, de sa mère pour avoir toujours cru en elle, puis elle a dit, et je cite, « Je veux remercier tout particulièrement Brian d'avoir été la figure paternelle dont j'avais besoin pendant ces années cruciales. Tes conseils et ta sagesse m'ont aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. » J'étais assis juste là, je venais de signer un chèque pour 4 ans de frais de scolarité dans une université privée. Pour un total de 180 000 $, j'avais assisté à chaque week-end des parents, envoyé des colis de soutien pendant les examens finaux, les aider à surmonter des crises de panique nocturne au téléphone, célébrer chaque bonne note et les consoler à chaque déception. Toute la salle est devenue silencieuse, les gens regardaient entre Brian et moi avec un malaise évident. Lisa s'est approchée et m'a serré la main si fort que j'ai cru qu'elle pourrait me casser les doigts. J'ai réussi à continuer à sourire et à applaudir avec tout le monde, mais à l'intérieur, je mourais. Après cette nuit-là, le pire a été que Sarah m'appelait pour demander de l'aide pour les dépenses d'Emma, des choses comme les réparations de voitures, les factures médicales ou les coûts d'urgence, tout en publiant simultanément des photos sur Facebook de restaurants chers et de voyages de week-end avec Brian. Je pouvais voir exactement où allait mon argent et ce n'était pas seulement pour Emma. Lisa m'a finalement assis environ un mois après le désastre de la remise des diplômes. Nous étions dans notre cuisine après un autre appel téléphonique frustrant avec Emma et Lisa semblait tout simplement épuisée. « Chérie, on se sert de toi », a-t-elle dit doucement. « Emma ne te respecte pas, ton ex-femme te manipule à travers elle et Brian en retire tout le crédit pendant que tu fais tout le travail. Quand vas-tu te défendre? » « Mais c'est ma fille, » ai-je protesté, « elle est juste jeune et confuse. Le divorce a été dur pour elle. » « Le divorce, c'était il y a 5 ans, » a répondu Lisa. « À un moment donné, être jeune et confuse devient être une adulte qui choisit de mal te traiter. Tu ne peux pas acheter son amour et tu lui apprends qu'elle peut te traiter comme elle veut tant qu'elle continue de tendre la main. » Je savais que Lisa avait raison, mais Emma restait ma petite fille, du moins, c'est ce que je me disais sans cesse. Je ne pouvais pas voir que ma petite fille avait grandi pour devenir quelqu'un qui me voyait comme rien de plus qu'un distributeur automatique de billets ambulants. En décembre dernier, juste avant Noël, Emma a appelé avec ce qu'elle a décrit comme des nouvelles passionnantes. Elle était plus joyeuse et bavarde qu'elle ne l'avait été depuis des mois, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. « Papa, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire, Jake m'a demandé en mariage », a-t-elle crié au téléphone. Jake, 26 ans, était son petit ami depuis environ 2 ans. Il semblait être un type assez décent les quelques fois que je l'avais vu. Il travaillait comme comptable, calme, stable, semblait se soucier sincèrement d'Emma. Le problème était que je le connaissais à peine car Emma le ramenait rarement avec nous. Il l'emmenait tout le temps chez Sarah et Brian, mais Lisa et moi l'avions peut-être vu 3 fois au total. « C'est merveilleux, chérie », ai-je dit, et je le pensais vraiment. J'étais ravi qu'elle soit heureuse et j'espérais secrètement que peut-être le mariage l'aiderait à mûrir et à voir les choses différemment. Quand est-ce que ça s'est passé? Le week-end dernier. Il a fait toute cette chose romantique dans le parc où nous avons eu notre premier rendez-vous. Oh, papa, la bague est magnifique, c'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, la plus longue conversation que nous ayons eue depuis des années. Elle m'a raconté à quel point elle était surprise, comment ils avaient déjà commencé à regarder des lieux, à quel point elle était excitée de tout planifier. Pendant ces 60 minutes, elle est redevenue ma fille, pas l'étrangère froide qui n'appelait que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Puis est venue la chute. « Papa, je veux que tu saches que Jake et moi prévoyons un mariage d'été et nous espérons vraiment que tu nous aideras avec certains des coups, » a-t-elle dit, sa voix prenant soudain ce ton doux et manipulateur que j'avais appris à reconnaître. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est un jour très important et je veux que tout soit parfait. Honnêtement, j'étais ravi qu'elle m'inclue dans quelque chose d'important. Peut-être que ce serait notre chance de reconstruire notre relation, peut-être que planifier un mariage ensemble nous aiderait à nous reconnecter. Bien sûr, chérie, tout ce dont tu as besoin, nous nous assurons que tu aies le mariage de tes rêves. En y repensant, cela pourrait avoir été la plus grande erreur de ma vie.
Au cours des mois suivants, le budget du mariage d'Emma a complètement explosé et j'ai regardé impuissant mon compte bancaire se vider plus vite que je n'aurais jamais cru possible, mais pire que l'argent, c'était de voir à quel point j'étais complètement exclu du processus de planification réelle. Cela a commencé de manière raisonnable. Papa, nous avons trouvé le lieu parfait, c'est à Riverside Manor, tu sais, là où les Johnson ont eu le mariage de leur fille l'année dernière, ça coûte 15 000 $ pour la journée, ce qui inclut les tables, les chaises et l'éclairage de base, d'accord, 15 000 $, c'était cher, mais c'était le jour de son mariage, j'ai accepté. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'Emma, Sarah et Brian avaient passé 3 week-ends à visiter des lieux ensemble, à comparer les options, à goûter la nourriture, à rencontrer des coordinateurs. J'ai appris plus tard par les publications d'Emma sur les réseaux sociaux qui montraient la recherche de lieux avec maman et Brian, des photos de riant ensemble dans des salles de bal magnifiquement décorées, Brian offrant ses opinions sur les centres de table, Sarah et Emma s'embrassant avec enthousiasme quand elles ont trouvé le lieu, puis sont venues les améliorations. Papa, la coordinatrice du lieu dit qu'on a vraiment besoin de linge de table et de centres de table améliorés pour que ça ait l'air élégant, ça fait 5 000 $ de plus, puis l'amélioration du système de son pour 2 000 $ parce que le forfait de base n'inclut pas de microphone sans fil pour la cérémonie, puis le forfait d'éclairage amélioré pour 3 000 $ parce que l'éclairage standard rend tout terne sur les photos. Chaque amélioration m'a été présentée comme un fait accompli après qu'Emma en ait déjà discuté avec maman et Brian. On ne m'a consulté sur aucune de ces décisions, j'étais juste le type qu'on appelait avec le prix final. Papa, on a décidé que l'amélioration de l'éclairage est essentielle. Brian a été à de nombreux événements d'entreprise et il dit que l'éclairage fait ou défait toute l'ambiance. Papa, la coordinatrice nous a montré des photos de comparaison et maman pense que le linge de table premium vaut l'investissement. Le lieu a fini par coûter 25 000 $ et je n'ai eu aucune participation dans aucun aspect de celui-ci, puis est venu le cauchemar du traiteur. Emma a insisté sur un menu de qualité de destination parce que c'est un événement unique dans une vie. Papa, le budget initial était de 12 000 $ pour 150 personnes, déjà cher, mais j'ai accepté. Mais ensuite sont venues les interminables additions qui avaient été décidées lors des sessions de planification familiale auxquelles je n'étais pas invité. Papa, on a testé le service de bar premium et c'est bien mieux que le forfait standard, c'est 4 000 $ de plus, mais Brian dit qu'un bar ouvert est essentiel pour garder les invités heureux. Papa, le traiteur a suggéré des amuse-gueules pendant l'heure du cocktail et maman pense que c'est plus élégant qu'une simple planche de fromage, ça fait 2 500 $. Papa, Sarah et Brian pensent qu'on devrait avoir une station de collation de fin de soirée parce que la danse va durer tard. Le traiteur peut faire des mini-burgers et des frites pour 1 500 $. Papa, on a aussi besoin de linge de table amélioré pour les tables de traiteur, celles du lieu ne correspondent pas au nouveau schéma de couleur que maman m'a aidé à choisir, ça fait 800 $. Chaque conversation commençait par on a décidé où maman et Brian pensent, jamais j'espérais où ça irait si. Les décisions étaient prises dans le salon de Sarah lors de dîners de famille auxquels je n'étais pas invité et on s'attendait seulement à ce que je finance ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord. La situation du photographe a été particulièrement irritante. Emma avait trouvé quelqu'un qui facturait 8 000 $ pour le forfait histoire de mariage, une journée complète de couverture avec 2 photographes, une galerie en ligne, des photos éditées, tout compris, mais il ne s'agissait pas seulement du jour du mariage. Papa, la photographe veut nous rencontrer pour discuter de notre vision et de nos préférences de style. Elle vient chez maman dimanche pour le brunch, nous signifiait Emma, Sarah et Brian. J'ai appris cette session de planification grâce à une photo de groupe qu'Emma a publiée plus tard, super session de planification au brunch. Tellement excités de travailler avec notre photographe pour capturer notre journée parfaite, ils étaient là, Emma, Sarah, Brian et la photographe, tous souriant autour de la table à manger de Sarah, entourés d'albums photos et de matériel de planification. Quand j'ai interrogé Emma à ce sujet, elle a dit, oh, eh bien, toi et Lisa étiez probablement occupés de toute façon. De plus, Brian a un très bon œil pour la photographie grâce à ses présentations de vente, puis sont venues les séances de photos supplémentaires que je devais également payer, 2 000 $ pour une séance de fiançailles et 1 500 $ pour une séance de portrait de la mariée. Encore une fois, elles ont été présentées comme des faits accomplis après que la photographe les ait suggérées lors des sessions de planification dont je ne faisais pas partie. L'achat de sa robe a été un autre exercice d'exclusion. Emma, Sarah et la sœur de Sarah sont allées dans 3 salons de mariage différents, en faisant une journée complète avec déjeuner et champagne. Emma a publié une douzaine de photos de l'expérience, journée parfaite de shopping avec mes filles. J'ai trouvé la robe, j'ai appris l'existence de la robe de 4 000 $ quand Emma a appelé pour me dire que la boutique avait besoin d'un acompte. Pas un papa, aimerais-tu faire partie de ce moment spécial? Ou papa,
aimerais-tu voir la robe que j'ai choisie? Justin, la boutique a besoin de 2000 $ pour vendredi pour la robe et de 800 $ de plus pour les retouches. Quand j'ai mentionné que j'aurais aimé être inclus dans un moment aussi important, Emma a dit, papa, l'achat de la robe, c'est plutôt une affaire de mère et de fille, tu n'aurais pas aimé tout le temps passé à attendre de toute façon, mais d'une manière ou d'une autre, Brian avait été inclus dans la sélection. Du lieu, les décisions du traiteur, les réunions avec le photographe et les arrangements floraux, les fleurs ont coûté 6500 $ pour le bouquet de la mariée, les bouquets des demoiselles d'honneur, les boutonnières, les arrangements de la cérémonie et les centres de table, l'orchestre a coûté 5000 $ pour 6 heures de musique, le transport, 1200 $ pour une limousine pour le cortège nuptial, les souvenirs de mariage, les invitations, la coiffure. Et le maquillage, le dîner de répétition, la décoration diverse, ça n'arrêtait pas de s'additionner, chaque semaine apportait une nouvelle dépense essentielle que je finissais toujours par couvrir, le pire n'était même pas l'argent, c'était la façon dont le processus de planification s'est déroulé. Emma discutait de chaque détail avec Sarah et Brian, prenant des décisions dans leur salon pendant le dîner, obtenant l'avis de Brian sur tout, des arrangements floraux aux options de menu, puis elle m'appelait avec la décision finale et la facture qui devait être payée. Papa, on a décidé du saumon comme plat principal, peux-tu envoyer au traiteur 3000 $ pour vendredi? Papa, Brian pense qu'on devrait améliorer le linge de table, l'organisatrice de mariage a besoin de 2000 $ cette semaine. Papa, maman et Brian m'ont aidé à choisir les fleurs parfaites, voici le numéro du fleuriste, ils ont besoin d'un acompte de 3500 $, je ne planifiais pas ce mariage, je le finançais seulement. Brian est devenu la figure paternelle impliquée, aidant à prendre des décisions, tandis que je suis devenu le compte en banque silencieux en arrière-plan, mais j'ai tout payé, chaque facture, parce que je pensais que c'était ma chance d'être le père dont elle avait besoin, je pensais que si je pouvais lui donner le jour de mariage parfait, peut-être qu'elle verrait enfin à quel point je l'aimais et que je voulais faire partie de sa vie. Début juin, 3 semaines avant le mariage, j'avais dépensé 78 000. Le dollar, c'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an et je l'avais dépensé en 6 mois pour une seule journée, j'aurais dû voir les signaux d'alarme, j'aurais dû mettre un terme, mais j'étais si désespéré de compter pour ma fille que j'ai continué à signer des chèques et à espérer que les choses changeraient. Le mariage était prévu pour le samedi 15 juin, tout était payé, tous les acomptes versés, tous les fournisseurs engagés et prêts, j'avais mon smoking repassé. Accroché dans mon placard, j'avais attendu de conduire ma fille à l'hôtel depuis le jour de sa naissance, c'était littéralement l'un de ces rêves classiques de papa que j'avais imaginé 1000 fois, puis, un mardi matin, 3 semaines avant le mariage, Emma a appelé, quelque chose dans son ton m'a immédiatement mis en alerte, elle avait l'air nerveuse, comme si elle était sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Papa, je dois te parler de quelque chose d'important concernant la cérémonie. Bien sûr, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi au cortège et j'en ai parlé avec maman et Brian, mon estomac s'est déjà noué, rien de bon ne commençait par j'ai parlé avec maman et Brian, j'ai décidé que je voulais que Brian me conduise à l'hôtel, les mots m'ont frappé comme un coup de poing physique, j'ai dû m'asseoir un moment, je ne pouvais même pas parler. Quoi, ai-je finalement réussi à dire? Emma, je suis ton père, j'attends ce moment depuis ta naissance, je sais, papa, et j'apprécie tout ce que tu as fait, mais Brian a été plus une figure paternelle pour moi ces dernières années, c'est lui qui a été là pour moi émotionnellement, me donnant des conseils, me soutenant dans les moments difficiles, je pense que cela signifierait beaucoup pour lui et ça me semble juste. Plus une figure paternelle, j'avais payé toute son existence alors qu'il n'avait absolument rien contribué à part coucher avec mon ex-femme et lui donner des discours d'encouragement occasionnels. Emma, ai-je dit, en essayant de rester calme, j'ai payé pour tout ce mariage, je t'ai soutenu financièrement pendant l'université et au-delà, je pense que j'ai gagné le droit de te conduire à l'hôtel. Papa, s'il te plaît, n'en fais pas une affaire d'argent, il s'agit de savoir qui a été là pour moi émotionnellement et spirituellement. Toi et Lisa êtes toujours invités au mariage, et évidemment, vous aurez toujours une place d'honneur, mais cela me semble juste, émotionnellement et spirituellement. J'avais essayé d'être là pour elle émotionnellement pendant des années, mais elle m'avait repoussé tout en tendant la main pour mon argent. Chaque fois que j'essayais d'avoir une vraie conversation, elle me donnait des réponses monosyllabiques et agissait comme si je la dérangeais. Mais Brian obtient le crédit d'être émotionnellement soutenant. Tu me dis que l'homme qui a brisé mon mariage et n'a rien contribué à ton bien-être a l'honneur qui devrait appartenir à ton vrai père? Le père qui s'est sacrifié pour s'assurer que tu aies tout ce dont tu avais besoin. Papa, tu es dramatique, Brian n'a pas brisé ton mariage, toi et maman aviez des problèmes bien avant qu'ils n'apparaissent, et il ne s'agit pas d'argent ou de ce que quelqu'un a contribué financièrement, il s'agit de relations et de qui a été une influence positive dans ma vie. J'étais plus que blessé, je commençais à être en colère. Quel genre d'influence positive, Emma?
Qu'a réellement fait Brian pour toi à part te dire ce que tu veux entendre? Il m'écoute, papa, il me donne des conseils sur la vie et les relations, il m'a aidé à surmonter des problèmes avec des décisions de carrière et des choses personnelles, il me traite comme une adulte et respecte mes opinions, et moi non? Tu ne me comprends tout simplement pas comme lui. Écoute, je ne veux pas te blesser, mais Brian a été plus un mentor et une figure paternelle pour moi que toi. Je sais que tu as aidé financièrement et je t'en suis reconnaissante, mais être père, c'est plus que simplement payer pour les choses. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon bureau à la maison, regardant la pile de factures de mariage éparpillées sur mon bureau, 78 000 $ en reçus, contrat et confirmation de paiement, le lieu, le traiteur, les fleurs, la photographie, la musique, sa robe, tout payé par moi pour qu'un autre homme ait l'honneur de conduire ma fille à l'hôtel. Lisa m'a trouvé là vers minuit, simplement assis dans le noir. Comment s'est passée la conversation, a-t-elle demandé doucement, bien que mon expression lui ait probablement dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle a choisi Brian. Lisa est restée silencieuse un long moment, puis s'est assise sur la chaise en face de mon bureau. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé ses factures à nouveau, 78 000 $ de mon argent, mon sacrifice, ma tentative de montrer de l'amour à une fille qui me voyait comme rien de plus qu'une commodité financière, et quelque chose en moi a finalement craqué. Je vais lui apprendre les conséquences. Le lendemain matin, mercredi, je me suis porté malade au travail et j'ai commencé à passer des appels. J'avais à peine dormi, mais je savais exactement ce que je devais faire. Le premier appel a été au lieu de l'événement. Bonjour, c'est Robert qui appelle pour le mariage Thompson-Miller prévu pour le 15 juin. Je dois annuler l'événement. Oh, mon Dieu, monsieur, il ne reste que 19 jours, selon votre contrat. Annuler si près de la date signifie que vous perdrez tous les acomptes et que vous devrez toujours le solde restant. Je comprends, veuillez m'envoyer la facture finale. Monsieur, êtes-vous sûr? C'est une annulation très coûteuse, vous paierez pour tout l'événement même s'il n'a pas lieu. Je suis sûr, veuillez tout annuler et m'envoyer la facture. Le suivant était le traiteur, même conversation, même résultat, 18 000 $ pour de la nourriture qui ne serait jamais servie. Puis le fleuriste, monsieur, nous avons déjà commandé toutes les fleurs pour le mariage de votre fille, elles sont en train d'être arrangées cette semaine. Si vous annulez maintenant, vous perdrez la compte de 3 500 $ plus vous devrez les 3 000 $ restants. Annulez-le. Le photographe était un peu plus compréhensif. Tout va bien? Y a-t-il une urgence familiale? On pourrait dire ça. Veuillez annuler le forfait mariage et m'envoyer la facture finale. L'orchestre, la société de transport, le gâteau de mariage, un par un. J'ai tout annulé, chaque fournisseur, chaque service, chaque arrangement que j'avais payé. À midi, j'avais accumulé environ 45 000 $ de frais d'annulation et d'acompte perdus, mais je n'avais pas fini. Ensuite, j'ai appelé la banque et j'ai arrêté l'allocation mensuelle d'Emma, supprimant son accès au compte que j'avais financé pendant 5 ans. Puis, j'ai appelé la compagnie d'assurance et je l'ai retiré de ma police d'assurance automobile. J'ai contacté la compagnie de téléphone et j'ai retiré sa ligne de mon forfait familial. J'ai aussi imprimé les documents de transfert de titre de sa voiture. Je n'allais pas lui voler son véhicule, ce serait illégal et incorrect, mais j'ai transféré le titre à son nom, pour qu'elle soit entièrement responsable des paiements à l'avenir. Finalement, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai rédigé un email. Emma, puisque Brian a été plus une figure paternelle pour toi et que tu l'as choisi pour te conduire à l'hôtel au mariage que j'ai payé, je pense qu'il est approprié qu'il assume également les responsabilités financières d'un père. Avec effet immédiat, je retire tout soutien financier. Le lieu du mariage a été annulé, ainsi que tous les services connexes, y compris le traiteur, les fleurs, la photographie, la musique et le transport. Si tu souhaites procéder à ton mariage le 15 juin comme prévu, s'il te plaît, fais en sorte que ta figure paternelle se charge des arrangements et des dépenses. J'ai également arrêté ton allocation mensuelle et je t'ai retiré de mes plans d'assurance et de téléphone. Le titre de la voiture a été transféré à ton nom, te rendant responsable de tous les paiements et entretiens futurs. Je garderai le cadeau de mariage que Lisa et moi avons acheté pour toi et Jake en guise de souvenir de cette expérience d'apprentissage. Ton père, celui qui a vraiment agi comme tel. Papa, je l'ai lu 3 fois. Je l'ai corrigé et je l'ai envoyé exactement à 14h47 l'après-midi du mercredi, puis, j'ai éteint mon téléphone et j'ai dit à Lisa de faire une valise. Lisa et moi avons conduit jusqu'à un chalet que nous avions loué dans les montagnes, à environ 3 heures de distance, pas de service cellulaire, pas d'internet, juste la paix, la tranquillité. Et un paysage magnifique. Nous avons fait de la randonnée, lu des livres, joué aux cartes et, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Je n'attendais pas le prochain appel de crise financière d'Emma ou le prochain chantage émotionnel passif-agressif. Quand nous sommes revenus le dimanche soir et que j'ai finalement allumé mon téléphone, l'écran s'est illuminé de notification après notification, 47 appels manqués,
38 messages textes et 12 messages vocaux. Les messages textes étaient un voyage à travers les 5 étapes du deuil. Emma, 14h52 l'après-midi. Mercredi, papa, qu'as-tu fait, Emma, 14h53 l'après-midi. Mercredi, appelle-moi maintenant, Emma, 15h15 l'après-midi. Mercredi, je viens d'appeler le lieu et ils ont dit que tu as tout annulé, Emma, 15h18 l'après-midi. Mercredi, s'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte d'erreur, Emma, 16h22. Mercredi, papa, je n'arrive à contacter aucun des fournisseurs, que se passe-t-il, puis sont venus les messages du jeudi. Avec un ton clairement différent, Emma, 10h30 du matin, jeudi, papa, je pense qu'il y a eu un malentendu, pouvons-nous parler, s'il te plaît, Emma, 14h15 de l'après-midi, jeudi, peut-être que nous pouvons trouver un compromis concernant la situation de l'allée, s'il te plaît, appelle-moi, Sarah, 16h45 de l'après-midi, jeudi, peut-être que nous avons été trop précipités avec la situation de Brian, Emma reconsidère, trop peu, trop tard, mais... Le vrai divertissement a commencé le vendredi, selon les messages vocaux, que j'ai écoutés avec Lisa à mes côtés, tous deux partageant un bol de popcorn comme si nous regardions un film. Brian s'était assis avec Sarah et Emma le jeudi soir pour discuter de la prise en charge des frais de mariage. Le message vocal d'Emma du vendredi matin, « Papa, quelque chose s'est passé », Brian a dit qu'il ne s'était pas engagé à ce niveau de responsabilité et qu'il n'est pas mon vrai père, donc ce n'est pas son travail de payer mon mariage. Il s'est vraiment énervé quand maman a suggéré qu'il devrait prendre le relais puisque je l'ai choisi pour me conduire à l'hôtel. Il a rompu avec maman hier soir et a déménagé. Papa, je crois que j'ai fait une grosse erreur, s'il te plaît, rappelle-moi. Apparemment, face à une facture réelle de 80 000 $ et à une belle-fille qui avait soudainement besoin d'un soutien financier réel plutôt que d'une simple validation émotionnelle, Brian a décidé qu'il avait fini de jouer à la maison. L'homme qui était plus une figure paternelle n'a pas pu gérer les responsabilités financières qui accompagnent le fait d'être un vrai père, mais attendez, ça devient encore mieux, le samedi matin a apporté ce joyau, le message vocal d'Emma, « Papa, j'ai qu'à annuler les fiançailles », il a dit qu'il était dégoûté de la façon dont je t'ai traité et qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui abuserait financièrement de son propre père et le jetterait ensuite. Pour un homme qui n'a rien contribué, il a dit que me voir choisir Brian plutôt que toi lui a montré quel genre de personne je suis vraiment et qu'il ne veut pas commencer un mariage avec quelqu'un qui a des défauts de caractère aussi fondamentaux. Papa, j'ai tout perdu, mon mariage, mon fiancé, la relation de ma mère, s'il te plaît, pouvons-nous parler, selon le message vocal larmoyant d'Emma, j'ai que s'était apparemment senti mal à l'aise avec la façon dont je la traitais depuis un certain temps, mais la situation de l'allée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il lui a dit que l'avoir humilié l'homme qui s'était sacrifié pour elle lui a fait réaliser qu'il épousait quelqu'un qui pouvait se retourner contre n'importe qui, y compris lui, au moment où cela serait pratique. Il a également mentionné qu'il avait de sérieuses réserves sur le fait de se marier dans une famille avec autant de chaos financier et de manque de respect pour les personnes qui contribuent et se sacrifient réellement. Un type intelligent, ce Jack, il a esquivé une balle. Cela fait 2 mois depuis ce qu'Emma appelle le désastre du mariage et les retombées ont été spectaculaires. La réalité financière a durement frappé les deux femmes. Sarah a perdu son style de vie confortable lorsque Brian est parti. Elle avait dépendu de ses revenus bien plus qu'elle ne l'avait admis. Il couvrait le loyer de sa voiture, les factures de restaurant, les escapades de week-end et subventionnait un style de vie bien au-dessus de ce que son travail à temps partiel dans une clinique dentaire pouvait supporter. Sans sa contribution financière, elle se débat avec son appartement amélioré, les paiements de voiture et la dette de carte de crédit accumulée. Elle a déménagé dans un appartement plus petit et moins cher de l'autre côté de la ville, du genre qu'elle méprisait pendant notre mariage. Elle travaille des heures supplémentaires et a pris un deuxième emploi de saisie de données le soir, selon sa sœur. Sarah se plaint constamment de l'injustice de recommencer à 0 à 48 ans. L'adaptation d'Emma a été encore plus dramatique. Elle est retournée chez sa mère, dormant sur un canapé-lit, et a obtenu son premier vrai travail depuis le lycée, travaillant dans la vente au détail au centre commercial pour 12 $ de l'heure au lieu de recevoir une allocation mensuelle de 2000 $. Le choc culturel a été massif. Emma apprend les quarts de travail de 8 heures, les clients difficiles, le travail le week-end et gagner de l'argent pour le loyer, les services publics et les courses. Elle a eu du mal avec les responsabilités de base d'un adulte, se portant malade 3 fois au cours de son premier mois, arrivant chroniquement en retard parce qu'elle n'a jamais eu à se soucier de la ponctualité et se plaignant à ses collègues de ne pas pouvoir se permettre des restaurants ou de nouveaux vêtements. L'incident le plus révélateur a été lorsque sa voiture est tombée en panne. Le devis de réparation de 1200 $ l'a mise dans tous ses états. Quand je n'ai pas répondu à ses appels, car j'avais bloqué son numéro, elle a essayé de demander à des membres de la famille de raisonner. Papa, sans personne disposée à aider et incapable de se qualifier pour un prêt.
Elle a vendu la voiture pour 800 $ et prend maintenant un trajet en bus de 90 minutes qui implique 2 correspondances. Sa vie sociale s'est effondrée. Ses amis de l'université sont passés à des emplois professionnels et à des relations avec des personnes qui peuvent se permettre des sorties régulières. Emma ne peut pas suivre le rythme des invitations à dîner ou des voyages de week-end. Elle découvre que les amitiés construites autour d'activités coûteuses ne survivent pas lorsqu'une personne ne peut plus participer. Plus important encore, Emma connaît le stress financier pour la première fois, l'anxiété de payer le loyer, la dépression face aux options limitées et le ressentiment d'avoir à budgétiser pour les besoins de base. L'ironie est qu'elle a enfin l'indépendance qu'elle prétendait vouloir quand elle disait « Je suis une adulte, papa, et je ne veux dépendre de personne ». Elles ont toutes deux appelé à de nombreuses reprises, suppliant pardon et aide financière. Sarah alterne entre la culpabilité et la négociation. Tu ne crois pas que tu l'as assez puni? Et tu es vengeur, Emma, et c'est la manipulation pure. Je me rends compte maintenant de tout ce que tu as fait pour moi et je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Mais voici ce qui est révélateur, aucune ne s'est vraiment excusée pour son comportement. Tout est je suis désolé que cela soit arrivé ou je suis désolé qu'il y ait eu un malentendu. Personne n'a dit je suis désolé de t'avoir traité terriblement ou n'a reconnu avoir choisi quelqu'un qui n'a rien contribué plutôt que le père qui s'est sacrifié pour tout. Lisa pense que je devrais envisager la réconciliation, mais seulement si Emma assume l'entière responsabilité et fait des amendes honorables, pas seulement en s'excusant parce qu'elle a besoin d'argent.